Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Denise Epoté de TV5 Monde, Laurent Larcher, La Croix, et puis Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Et c'est autour de 3 sujets cette semaine. La RDC, notamment la capitale Kinshasa, secouée par des violences meurtrières lors de manifestations anti-Kabila. C'était en début de semaine. Au Gabon, le contentieux électoral, toujours suspendu au verdict de la Cour constitutionnelle. La Haute Cour n'a pas encore statué au moment où nous enregistrons Afrique Presse ce vendredi matin. Et puis le Dirty Diesel, le diesel sale en bon français, eh bien c'est le titre donné à un rapport qui révèle un scandale de pétrole toxique écoulé en Afrique par des négociants de matières premières suisses. D'abord Kinshasa, la capitale de la RDC, qui a connu lundi et mardi une éruption de violence lors de manifestations d'opposants pour réclamer le respect de l'alternance au pouvoir. Le sujet est résumé par Philippe Randriana Rimanan de TV5 Monde. Retour au calme dans la capitale congolaise après 2 journées de violence qui ont fait officiellement 32 morts. L'opposition réclame le départ du président Joseph Kabila à la fin de son 2e et dernier mandat dans 3 mois. Mais le scrutin présidentiel est irréalisable dans les délais constitutionnels. La situation a dégénéré lors de la manifestation de lundi. Si le président de la République veut détendre la situation, donc en se prononçant clairement qu'il n'est pas candidat, peut-être que ça peut permettre à ce que les partis politiques puissent aussi mettre un peu de l'eau dans leur vin et qu'on peut sauver des vies humaines. Si le gouvernement veut élargir l'enquête aux forces de sécurité, responsables de la mort de 37 personnes selon Human Rights Watch, il condamne par ailleurs les personnes qui veulent se faire justice. Pas de quoi réduire la fracture politique qui s'est aggravée après les incendies de plusieurs sièges et permanences de partis, celui du pouvoir et ceux de l'opposition, en particulier celles réunies dans le Rassemblement et qui refusent le compromis, comme le FONUS. Il n'est pas correct de mettre même dans la tête qu'un groupe de gens peuvent se réunir quelque part pour faire jaillir un accord politique qui va prendre le dessus sur la constitution de la République démocratique du Congo. C'est chose impossible. La RDC est dans l'impasse, les discussions nationales un peu plus discréditées après le départ de l'Église catholique pour faire le deuil et rechercher un consensus plus large. Voilà, 32 morts, 32 morts, dont 4 policiers selon les autorités, Denise, plus d'une centaine de tués selon l'opposition. Le bilan de ces violences de Kinshasa est très lourd. Le président Joseph Kabila a déploré mercredi dans un communiqué, il n'est pas intervenu à la télévision ni à la radio, donc dans un communiqué il a parlé de graves assassinats et promis des enquêtes, mais le président congolais, Kabila, donc, est resté silencieux sur les causes de cette contestation, c'est-à-dire le refus d'une partie du peuple congolais de le voir rester au pouvoir au-delà du 19 décembre, au terme donc de son 2e mandat autorisé par l'actuelle constitution de la RDC. Oui, c'est vrai, nous l'évoquions déjà la semaine dernière, vous vous rappelez, sur ce plateau, Hassan Diop, le fait que, au vu de ce qui s'est passé au Burundi, au Congo, mais également au Rwanda, Kabila aurait tort de ne pas tenter de se maintenir au pouvoir. C'est vrai, il ne s'est jamais prononcé, mais son entourage ne fait aucun mystère de la volonté de se maintenir au pouvoir au-delà du 19 décembre. Et aujourd'hui, on voit bien que les opposants qui ont refusé de participer au dialogue national, qui est une vraie mascarade, ces événements, cette répression leur donne raison. On peut se féliciter aujourd'hui que la secrétaire générale de la francophonie appelle les partis à respecter la Constitution. C'est la première fois que Michaël Jean le fait. Mais est-ce que Kabila entendra ce message? Et c'est très bien que la francophonie n'a aucun moyen de pression. La seule chose qu'elle peut faire, c'est d'exclure la RDC de la francophonie. Mais qu'est-ce que ça fera? Qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Absolument. Alors Laurent, toujours dans ce communiqué de Kabila, eh bien, le président congolais explique que la seule façon d'épargner, dit-il, au peuple des souffrances injustifiées, c'est le dialogue national qu'il a préconisé. Or, ce forum politique est rejeté par les principales forces de l'opposition et même l'Église catholique s'est retirée finalement du forum cette semaine, Laurent. Oui, absolument. Mardi, l'Église a annoncé ne plus vouloir participer à ce forum parce que les conditions d'un dialogue sain, d'un dialogue respectable et respectueux
des droits de tous n'étaient plus réunis. J'ajoute que, évidemment, la tension au Congo est extrêmement inquiétante. Enfin, à ce stade, moi, je ne vois pas du tout ce qui va se passer. Vraiment, on est dans un affrontement, dans un bras de fer total. Le régime en place est absolument résolu à se tenir par tous les moyens. Nous avons vu la manière dont la police s'est comportée. Enfin, les images que nous avons tous vues, ces policiers qui tirent à balles réelles sur la foule, devant et aux yeux de tous. On a là vraiment un régime qui est totalement qui s'engage sur une voie à la burundaise et devant lequel la population semble totalement isolée et désarmée, absolument. Et il y a l'intimidation aussi des médias. Hein. On a vu des journalistes étrangers, l'AFP, RFI, pour ne pas les nommer, convoqués et maintenus pendant 5 heures dans des bureaux de police. En tout cas, moi je suis frappé, on assiste comme à une forme de prise d'otage d'une population par un clan qui est décidé, encore une fois, à se maintenir au pouvoir. L'opération avait plutôt réussi en 2011, donc évidemment, il se dit qu'il n'y a pas de raison que cela ne se poursuive pas, d'autant qu'on ne voit pas vraiment comment la communauté internationale va pouvoir intervenir de manière claire pour protéger, au fond, les droits des citoyens contre un pouvoir qui leur refuse ces droits-là. Et si on comprend bien Louis Kabila, je reviens à sa déclaration, pour épargner au peuple des souffrances injustifiées, il faut que tout le monde accepte son dialogue, il faut que tout le monde accepte également les conclusions de ce forum, c'est-à-dire repousser le calendrier électoral, c'est-à-dire accepter ce glissement et éventuellement ce que la haute juridiction congolaise a déjà admis, c'est que M. Kabila reste au pouvoir jusqu'à la désignation de son prochain successeur, dans plusieurs mois, voire années. Oui, non, mais il faudrait aussi que tout le monde ait le sens de l'histoire, parce que, mine de rien, ce qui se joue, c'est l'illégalité totale qui est en train de planer sur la RDC. Grâce aux accords de Sun City de 2002, on est arrivé à mettre en place en RDC des institutions démocratiques qui ont conduit à la première élection considérée comme démocratique du pays et qui a porté Joseph Kabila à la tête de ce pays. Mais depuis, toutes ces institutions sont devenues illégales. Elles sont hors la loi aujourd'hui. Il n'y a que le président qui a encore un mandat légitime. Et donc, vous avez les jusqu'au 19 décembre. Jusqu'au 19 décembre. Donc, ce qui se joue ici, c'est qu'après avoir été le premier président démocratiquement élu du pays, il risque d'être le premier président qui va plonger toutes les institutions du pays dans l'illégalité. C'est à ça que ça se joue aujourd'hui. Et malheureusement, autour de lui, il a beaucoup de voisins qui ne voient pas d'un très mauvais œil que ce président-là, très faible, reste au pouvoir. Je pense à l'Angola, qui pourrait pomper son pétrole. Je pense au Rwanda, qu'on ne cite plus dans toutes les exactions qui se produisent à l'est du pays, et à l'Ouganda, pourquoi pas. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on est face à un pays qui est un géant, mais très affaibli, notamment à sa tête, et donc qui est la proie de ses voisins, et malheureusement qui plongera dans l'illégalité totale si rien n'est fait. Alors, faut-il donc dire, apparemment, Denise, que l'on s'achemine vers la même et tragique impasse en RDC qu'au Burundi, avec le troisième mandat présidentiel contesté de Pierre Nkurunziza et cette impuissance de la communauté internationale à agir. Parce que, comme le rappelait justement lui, après les accords de Sun City, les choses avaient été très claires. La Constitution prévoyait que si l'élection ne se tenait pas, l'intérim était assuré par le président du Sénat. Or, aujourd'hui, plus personne ne fait état de cette clause, de cet article de la Constitution, puisque Vital Kamerhe, qui a assisté au dialogue national, a entériné le fait que l'élection soit repoussée et que dans le nouveau calendrier, ce soit le scrutin présidentiel qui arrive avant le législatif et local. Donc, ce compromis, d'ailleurs, fait qu'aujourd'hui, au sein de l'opposition, Vital Kamerhe est présenté comme un traître. Comme un traître, absolument. Et qui renforce la colère, évidemment, de cette opposition. Voilà, histoire à suivre, hélas, histoire tragique peut-être, donc en RDC. On passe au Gabon, et au moment, je vous le rappelle, où nous enregistrons Afrique Presse ce vendredi matin, eh bien, la Cour constitutionnelle n'a toujours pas rendu ses conclusions sur le contentieux électoral. On revient sur un résumé de cette attente avec Amandine Cellier de TV5 Monde. C'est une audience publique qui avait lieu jeudi soir à la plus haute instance du pays. Une séance qui devait marquer la fin de la procédure d'instruction du recours de Jean Ping contre la réélection d'Ali Bongo. Mais après de longues heures de débat, impossible de savoir si les 9 juges de la Cour rendront leur décision ce vendredi. La présidente elle-même laisse planer le doute. La décision pourrait être rendue
à l'audience du 23 septembre, mais je demande au greffier de communiquer la date exacte et l'heure exacte au conseil des deux parties. Venu avec une énorme pile de procès-verbaux de la commission électorale, l'avocat de Jean Ping demande un recomptage des voix bureau par bureau dans la province du Haut-Ogooué. Selon lui, l'enquête du juge rapporteur n'est pas suffisante. Pourquoi nous écarter de l'instruction? Je parle de l'instruction. Je ne parle pas du délibéré lorsque les juges se retrouvent entre eux. Je parle de l'instruction. L'instruction d'une affaire veut dire qu'on écoute tout le monde, on entend tout le monde, on procède à des confrontations. Et ce que nous avons demandé. Les 6 avocats d'Ali Bongo, eux, ont expliqué que la procédure de recompte non prévue par la loi était irrecevable. Pour eux, aucune irrégularité dans la province du Haut-Ogooué. Dans cette province dont est originaire Ali Bongo, le président sortant a officiellement obtenu 95% des voix pour un taux de participation de 99%, un score qui lui a permis d'obtenir 5000 voix de plus que Jean Ping. Alors, y aura-t-il recomptage des voix ou pas? Pour les Gabonais, ce vendredi, c'est l'incertitude la plus totale. À Libreville, redoutant de nouveaux troubles, ils étaient nombreux à faire la queue aux banques et stocker des provisions. Voilà, sujet d'Amandine Cellier de TV5 Monde Denise. Alors, en principe, c'est ce 23 septembre, donc 2 semaines après le recours déposé par Jean Ping, qui conteste donc la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle du 27 août. Donc c'est ce 23 septembre que la Haute Cour de justice gabonaise devait répondre. Alors est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à un report? On a entendu la présidente de cette cour balbutier, s'en remettre au greffier, etc. dans le sujet. Alors est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à un report, d'autant plus que la Haute Cour de justice gabonaise a accepté, semble-t-il, la présence de magistrats de l'Union africaine pour assister au recomptage des votes contestés. Oui, ça c'est une concession que le gouvernement a finalement accepté de faire. Mais je crois que dans cette crise post-électorale, il y a quand même une nouvelle donne. C'est que depuis la démission du ministre de la Justice, oui, on sait quand même ce qui s'est passé dans les rangs d'Ali Bongo. Dans les coulisses. On sait qu'au soir des élections, il aurait pu reconnaître sa défaite, comme le lui conseillaient ses collaborateurs modérés, mais il a refusé de le faire. Et c'est comme ça qu'on a assisté à cette mascarade et ce gonflement des chiffres des procès-verbaux dans le Haut-Ogooué. Donc, en d'autres termes, le ministre de la Justice, l'ex-ministre de la Justice, qui dit qu'il n'est pas partisan, admet que Ali Bongo a perdu l'élection. Absolument, il le dit clairement. Donc ça change quand même l'éclairage sur cette crise post-électorale. Et on voit bien pourquoi le camp Pink, aujourd'hui, est résolu à tenir tête au pouvoir, puisqu'il sait que sur la base des procès-verbaux, il avait gagné cette élection. Alors on se souvient, Laurent, qu'au lendemain de l'annonce de la victoire contestée de M. Ali Bongo, il y a eu des manifestations, des répressions très violentes, notamment assaut des forces sécuritaires contre le quartier général de Jean Ping. Et on a entendu cette semaine le porte-parole du gouvernement gabonais, M. Billy Bizet, dire mercredi que des éléments indiquaient que de nouvelles violences se préparaient. Et il parlait visiblement de l'opposition. Alors, que déduire de cette sorte de mise en garde, comme si c'est pour peut-être justifier à l'avance d'autres mesures, je dirais. On peut évidemment être inquiet pour l'opposition et pour Jean Ping et ses soutiens. C'est pas un avertissement, c'est une menace, clairement, qui a été énoncée là en direction de l'opposition. Mais je voudrais souligner quand même la grande nouveauté, il me semble, de cette élection, qui est la position de la communauté internationale. En tout cas, si on la compare à celle de 2009, pour la première fois, me semble-t-il, nous avons l'Union européenne et, je dirais, les grands amis du régime, à savoir les États-Unis et Paris et la France, qui ont clairement dit cette élection n'est pas sérieuse. Et au fond, apportent leur crédit et leur soutien à Jean Ping et à l'opposition. Là, on a vraiment une nouveauté. Et je crains que pour la famille Bongo, ça va être... là, c'est vraiment le début de la fin. Je ne vois pas comment ce régime va pouvoir se maintenir sans ses alliés. Même sur la scène africaine, on voit bien que Ali Bongo est de plus en plus isolé. À part quelques rares soutiens, je pense au roi du Maroc, on ne voit pas vraiment qui, et peut-être le président tchadien, on ne voit pas vraiment qui aujourd'hui reconnaît
Gabonais et surtout soutien en fond. Ali Bongo a déçu tout le monde. Il n'a été félicité par personne d'ailleurs. Hein. Pour l'instant, non, et il s'est coupé effectivement de beaucoup de chefs d'État. Alors, juste pour l'anecdote, Louis, vous le savez peut-être comme moi, que des Gabonais se sont introduits à un meeting de Nicolas Sarkozy, l'ex-président français, lequel avait béni en 2009, on se souvient, la victoire de Ali Bongo, et qui reste évidemment pour le moins très muet sur le contentieux électoral de cette année. Mais François Hollande, en revanche, peut-être de manière moins frontale, lui aussi exige, comme le rappelait Laurent, un recomptage des voix, et même dans les rangs du Parti des Républicains, Alain Juppé, François Fillon, tout le monde réclame effectivement un recomptage des résultats, et évidemment le Gabon de se draper dans sa souveraineté. Non, mais c'est vrai que pour une fois, ce qui a vraiment changé, au-delà de ce que notait déjà Laurent, ce qui a changé, c'est la témérité avec laquelle les Gabonais descendent dans la rue aujourd'hui pour défendre leur vote. On sait qu'un vote, c'est quand même l'expression de la volonté populaire, mais là, c'est aussi le sang versé pour faire respecter cette volonté populaire et cette volonté d'aller partout où il est possible de se faire entendre pour manifester le ras-le-bol, exprimer que on n'est plus, comment il dit ça, on n'est plus des chiens qui aboient et la caravane passe, ce sont des panthères maintenant. Et donc ça, on l'a vu pendant le meeting, on l'a vu à la proclamation des résultats, et je crains malheureusement qu'on continue de le voir dans les prochaines semaines. Le cycle des violences. Parce que le peuple semble véritablement remonter, non pas contre Ali Bongo en tant que tel, mais sur le fait qu'on est depuis 48 ans le même nom qui revienne à la tête du pays, et donc qu'il y ait une volonté de changer, pas forcément pour Ping, mais puisque Ping est le mieux placé aujourd'hui, que ce soit lui qui prenne la place, et malheureusement on part dans un bras de fer, comme en RDC, dont l'issue est très incertaine. Issue très incertaine, et puis surtout le recours à la violence. Denise, justement à ce sujet, la crise post-électorale gabonaise s'est invitée à Paris, puisque Maître William Bourdon en pointe par ailleurs dans les affaires des biens mal acquis visant aussi le Gabon, notamment l'ex-président Omar Bongo, et Maître Emmanuel Altit, l'un des avocats de Laurent Gbagbo à la CPI, ont l'intention de saisir la Cour pénale internationale à propos de plaintes liées à l'assaut des forces sécuritaires gabonaises contre le quartier général de Jean-Ping, au lendemain donc de cette proclamation de la victoire contestée d'Ali Bongo. Oui, c'est vrai que l'opposition l'a fait, mais le pouvoir également l'a fait en saisissant également la Cour pénale par l'entremise du nouveau ministre de la Justice, qui est une dame d'ailleurs, qui s'appelle Denise. J'ai oublié son nom de famille, j'ai juste retenu qu'elle s'appelait Denise aussi. Menkam. Voilà. Donc, c'est maintenant qui la Cour pénale sera prêt à écouter pour envoyer des enquêteurs pour vérifier, parce que comme on sait également, l'opposition a annoncé qu'il y avait beaucoup de morts qui avaient été cachés dans des morgues où les familles n'ont pas accès. Donc après, on verra si la Cour pénale accepte de suivre ces enquêtes-là, de mener ces enquêtes pour le compte de l'opposition ou alors pour le compte du pouvoir qu'il aura également sollicité. Mais ce qu'on peut remarquer quand même, en faisant le parallèle avec la RDC, c'est que la RDC et le Gabon, ce sont deux régimes dynastiques. D'un côté les Bongo et de l'autre côté la famille Kabila. La famille Kabila, absolument. Qui n'a pas trouvé d'argent dans les caisses de l'État pour financer des élections en temps et en heure, mais dont l'une des sœurs de Kabila s'est frauduleusement enrichie. On a vu ça dans les Panama Papers. Beaucoup d'argent volé donc aux Congolais, d'après les enquêtes qui ont été menées par les journalistes qui se sont penchés donc sur ces dossiers des Panama Papers. RFI TV 5 Monde, on en vient à notre dernier sujet, ce rapport intitulé Dirty Diesel, autrement dit le diesel sale, ce diesel que l'on trouve dans les moteurs bien sûr des véhicules, des camions, etc. Scandale rendu public la semaine dernière à Berne en Suisse par l'ONG internationale Public Eyes. Un rapport qui a demandé, Denise, 3 ans d'enquête et qui révèle au grand jour le rôle central d'aucuns, diront d'ailleurs criminels, de négociants suisses en matière des négociants suisses, helvétiques en matière première, dans la vente de carburants toxiques en Afrique. Il s'agit de pétrole avec de fortes teneurs en soufre qui provoquent des milliers de morts, on le sait. Alors en Afrique de l'Ouest, l'ONG met ouvertement en cause les négociants, Vitol, le groupe Adax et Oryx, même boîte, et puis Trafigura, par ailleurs tristement connu à Abidjan. Alors, c'est vrai que ça rallonge la liste des produits périmés qui sont
envoyés sur le continent, parce qu'on connaissait déjà les médicaments, les faux médicaments, Les le poulets, lait en poudre, l'alimentaire. les poulets, les voitures d'occasion également, la friperie. Aujourd'hui, c'est le tour du pétrole, avec tout ce que cela entraîne comme conséquence sur la santé des populations, mais également sur l'environnement. Mais je crois qu'il faut aussi ne pas se cacher en disant que les coupables sont à la fois au nord et au sud. Des personnes sans scrupules qui font fi des institutions, notamment les douanes, qui pourraient aujourd'hui mieux contrôler, ou alors les sociétés d'hydrocarbures qui pourraient d'abord donner une note sur la qualité de l'or noir qui est importé dans ces pays-là. Le drame, c'est qu'il y a aussi, on retrouve dans ces pays des pays producteurs de pétrole, ce qui est quand même aberrant. Ouais. Ils renvoient au nord du pétrole de bonne qualité pour en retour obtenir du pétrole frelaté. C'est complètement absurde. Et moyennant quoi, Laurent, l'OMS estime que les villes africaines sont aujourd'hui les premières victimes au monde, au niveau mondial, de la plus forte augmentation de la pollution de l'air en raison de la présence de ces carburants toxiques. Non, mais là, la question des trafics, de ce type de trafic, de tout ce qui relève de la contrefaçon est au cœur, malheureusement, de l'économie souterraine, si je peux dire, de l'Afrique. Et de la mondialisation. Et de la mondialisation, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'en Afrique, en tout cas l'Afrique subsaharienne, est la victime de ces trafiquants. Et ça tient, je crois, à trois choses. Il y a un triptyque, au fond, qui crée ce cercle vicieux. D'une part, vous avez des multinationales qui sont absolument sans aucun scrupule et qui font en Afrique ce qui gouverne simplement ils sont gouvernés simplement par leur intérêt. Deuxième pilier, je veux dire, qui permet cette catastrophe, c'est bien sûr des États faillis, en tout cas des États qui sont absolument incapables de faire respecter la règle de droit. Vous parliez des douanes, mais malheureusement, ça touche tellement de secteurs de l'économie et de la sécurité de ces pays. Et puis enfin, vous avez un sous-développement quand même qui reste encore très présent, et donc un marché qui profite de ces trafics. Donc là, évidemment, face à ces trois piliers, je ne vois pas comment, pour l'heure et à court terme, l'Afrique va échapper à ce type de trafic. Et au niveau de la communauté internationale, on ne peut pas intervenir véritablement. Ce sont surtout les pays concernés qui doivent agir, Louis, contre tous ces produits frelatés, et donc parfois mortels, comme ce pétrole hyper soufré. Les pays doivent agir, mais la communauté internationale, encore une fois, peut agir, elle aussi. Parce que quand on voit la vitesse à laquelle les législations sont en train d'être désarmées au Sud, notamment à travers les accords de partenariat économique, aujourd'hui, l'Afrique est devenue comme un moulin à vent où tout entre sans grande difficulté. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a promis aux Africains, c'est que si vous voulez qu'on puisse vous aider, vous devez ouvrir votre marché à tous ceux qui essayent d'y entrer. Et là, on pourra éventuellement voir dans quelle mesure les partenariats publics-privés, les fameux 3P, pourront vous aider à rétablir vos économies. Mais en attendant, ce sont les économies africaines qui en souffrent. Je ne parle pas du domaine de l'agro-industrie, où par exemple le poulet congelé venu d'Europe a détruit toute l'industrie, toute la chaîne de production locale. Mais je parle également de tous ces produits qu'on importe. Tout à l'heure, Denise en parlait. Mais on fait du pétrole, on produit du pétrole, on le renvoie pur à l'extérieur et on ne peut pas avoir en retour. Mais on dit que les Africains n'ont pas les moyens d'acheter le pétrole vendu en Europe. Non, mais ils n'ont pas assez de pouvoir d'achat. C'est qu'il faudrait aujourd'hui, très raisonnablement, que les pays africains comprennent que la transformation, c'est quelque chose d'important. Ça rapporte et ça protège. Si le Nigeria, l'Angola, le Gabon pouvaient aujourd'hui se mettre ensemble pour faire une raffinerie sur le continent africain, ce serait déjà pas mal. On n'est pas obligé tous d'avoir une raffinerie chez soi. Mais si on en avait une, déjà, d'usage... Mais ces raffineries existent, sauf que le pétrole va en Europe et ne reste pas en Afrique parce qu'on dit que les Africains n'ont pas assez de pouvoir d'achat. Voilà, c'est la fin de cette émission. Avant de nous quitter, un mot sur le dernier ouvrage d'Alain Mabanckou, intitulé « Le monde et mon langage ». Il s'agit donc d'un ouvrage paru chez Grasset, un des titres de la rentrée littéraire en France. L'auteur congolais y a rassemblé des récits de voyages géographiques bien sûr, mais aussi humains et littéraires, à lire cette traversée de la pensée en littérature, comme le présente Alain Mabanckou. Et puis cette BD, Beauté Kinshasa, que vous nous avez apporté, Laurent. Un mot.
Oui, je l'ai reçu avec plaisir à la rédaction. C'est une petite bande dessinée éditée par la Boîte à Bulles qui évoque l'histoire d'un jeune garçon refusé dans son collège parce qu'il n'a pas les bonnes chaussures. Et donc, il va essayer de se débrouiller pour acheter les chaussures qu'il lui faut. Et à travers cette histoire très simple, on a une mise en image de la vie à Kinshasa et de cette débrouille à laquelle sont contraints les uns et les autres pour survivre. Voilà, ouvrage signé Sébastien Maître et cache le sous-titre de Beauté Kinshasa, c'est article 15, ouvrage donc paru à la Boîte à Bulles, La Ruche Production. Voilà, merci à vous Denise Epoté, Laurent Larcher ainsi que Louis Magloire Quemayou, de même qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.